La sucrerie podcast. C'est quelque chose de très individuel, le chagrin d'amour. Mais c'est pas simplement le deuil de l'autre, c'est le deuil de la place en soi. Bienvenue dans Ça va aller. Je suis Tatiana Benamou. Je suis Laura Larman. Et dans ce podcast, on va discuter avec la psychanalyste féministe Catherine Grangeard des grands questionnements de notre société, auxquels chacun et chacune peut être confronté au quotidien. Dans cet épisode, nous allons parler des chagrins d'amour à travers nos expériences personnelles et l'expertise de Catherine. Ça va aller est un podcast produit par La Sucrerie. Il a été imaginé par Catherine Grangeard, réalisé par Tatiana Benamou et Laura Larman, et mixé par Dimitri Benamou. La personne qui m'aimait ne m'aime plus. C'était fini, quoi. J'ai entre guillemets détruit le couple moi-même. On ne désaime pas, on aime toujours, mais on passe à autre chose. Une fois que j'ai quitté cette relation, je me suis dit tiens, et si je prenais du temps pour moi ? Et si je commençais à ne plus tomber amoureux uniquement de quelqu'un parce que cette personne me porte de l'intérêt. Attention, certains sujets abordés pourraient heurter votre sensibilité. Pour vous protéger, je vous invite à vous référer à la description de chaque épisode avant l'écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va concerner la plupart des gens, en tout cas, je le pense. Donc, on va aborder le sujet de la peine de cœur et de la rupture amoureuse, parce que même si c'est un sujet très intime et très personnel, c'est aussi pour moi une vraie thématique sociale dans la globalité. Moi, je connais personne autour de moi qui en a jamais vécu et qui en a jamais souffert, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être une discussion intéressante. Il y a beaucoup de représentations dans les médias, dans la culture, etc., de ce que c'est que vivre une peine de cœur. Mais je pense qu'on le sait jamais vraiment à quel point ça peut avoir un impact fort tant qu'on l'a pas vécu. Pour la petite histoire, moi j'ai eu une rupture un peu intense il y a quelques mois. Et moi, ce dont je me suis véritablement rendu compte, c'est l'impact que ça avait eu profondément. C'est-à-dire que, alors moi j'ai la chance, parce que c'est une chance, d'être suivie, d'être en thérapie, etc., et d'être accompagnée à la fois par une professionnelle et par mon entourage. Et donc moi, j'ai vraiment utilisé ce moment presque, c'est peut-être un mot un peu fort, mais presque un peu comme une renaissance, où vraiment, ça a été pour moi l'opportunité de remettre plein de choses à plat et d'évoluer énormément. Et je me demandais un peu, toi, ton avis sur l'impact que ça peut avoir et comment on peut le gérer pour que ça fasse, alors pas le moins de mal possible, parce que je pense que ça fait du mal peu importe ce qu'on fait, mais que cette souffrance-là soit pas vaine, quoi. Il me semble que le chagrin d'amour est quelque chose qui nous ramène vraiment très très loin quand nous étions bébés. Quand on est bébé, on est dépendant d'une personne qui s'occupe de nous, et si elle ne s'occupe pas de nous, on va mourir. Mais pour de vrai. Parce qu'un nourrisson arrive sur Terre non fini. Parce que pendant plusieurs années, un nourrisson, si on ne s'occupe pas de lui, à le nourrir, à lui mettre quelque chose s'il a froid, à le changer pour son hygiène, à lui enlever le vêtement s'il a chaud, à le faire dormir dans un endroit calme, etc. Si tout ça n'a pas lieu, il va mourir, pour de vrai. Mais également, les nourrissons qui ne sont pas entourés d'attention et d'amour, eh bien, ils se replient sur eux et certains même en meurent. Donc, cette expérience du chagrin d'amour est quelque chose qui renvoie à quelque chose dont on a toutes et tous fait l'expérience. Et cette expérience n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est du vécu, c'est du ressenti. Et ça renvoie à du déjà vécu. C'est pour ça que ça fait si mal. Il y a beaucoup d'expressions qui sont autour de « cette personne m'a laissé tomber ». Je suis tombée des nues quand ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, si je suis en plus tombée des nues, c'est doublement difficile parce que je ne m'étais pas rendu compte que quelque chose n'allait plus et la personne m'a laissé tomber. Et il y a un risque réel d'effondrement.
Et c'est quelque chose que les bébés ont tous vécu, nous avons tous vécu des mini-effondrements. Mais il peut exister des gros effondrements qui laissent des traces psychopathologiques extrêmement graves et avec des conséquences pour toute la vie. Mais parfois, c'est pas du tout quelque chose de traumatique. C'est la personne qui s'occupe du bébé qui va chercher une couche. Et à ce moment-là, le bébé, il a absolument besoin à cette seconde-là d'une parole. Il a absolument besoin à cette seconde-là d'un regard. Et il ne l'a pas. Et il se sent seul au monde et dans un risque majeur. Alors, c'est la raison psychique pour laquelle le chagrin d'amour est quelque chose qui détruit. Le chagrin d'amour, on a du mal à s'en remettre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu as utilisé l'expression renaissance. Et donc, comme si, sans le savoir, tu redevenais ce petit nourrisson qui, à un moment donné, va renaître parce que cette expérience nouvelle du chagrin d'amour, tu n'en es pas morte et tu te seras rendu compte de quoi ? Eh bien, c'est que tu as en toi des ressources qui peuvent te permettre de passer au-dessus d'une épreuve aussi douloureuse. Et ces épreuves que nous avons pratiquement toutes et tous connues, sauf vraiment les très grands narcissiques qui se suffisent à eux-mêmes. Mais les autres gens qui n'ont pas cette pathologie narcissique, c'est ce qui est vraiment les très grands narcissiques, c'est des gens qui sont dans une pathologie d'avoir pas le lien à l'autre, qui les empêche d'avoir de l'empathie, qui les empêche d'être en lien, de comprendre l'autre et tout ça. Mais nous autres, qui sont a priori un peu moins narcissiques, mais il en faut du narcissisme pour pouvoir vivre, s'exprimer et penser que on vaut le coup. Le chagrin d'amour, ça nous renvoie à des épisodes qu'on a tous en partage, mais on n'y a pas répondu de la même façon. Pour moi, le chagrin d'amour aussi, c'est un peu comme un deuil, en fait. C'est accepter qu'une personne ne fera plus partie de ta vie, une personne que tu as aimée, ou plus de la même manière. Surtout quand tu es dans la position de la personne qui se fait larguer. Ou même si c'est d'un commun accord, en général, de toute façon, c'est compliqué. Et même si on s'aime profondément, etc., et qu'on sait que c'est pas la fin du monde, il y a toujours un côté, en tout cas, pour moi, il y a toujours eu un côté, je m'en remettrai jamais, j'aurai toujours aussi mal, quand est-ce que ce mal va s'arrêter ? Et on n'arrive même pas à se projeter dans le moment où on va plus y penser et où on pourra avoir de nouveau ces mêmes sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est inconcevable. Et moi, quand j'ai eu ma rupture, moi, j'ai un peu ce processus de quand il m'arrive un truc, je vais beaucoup lire, je vais beaucoup écouter et je vais beaucoup en parler parce que ça me permet de processer les choses. Et puis aussi, je trouve que ça aide de pas se sentir seul finalement. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est vraiment, comme tu dis, Tatiana, toutes les étapes du deuil. On passe du déni, voilà, puis à la colère. Enfin, je le dis pas dans le bon ordre, mais pour moi, c'est vraiment un processus. On en parle beaucoup, on fait beaucoup ce parallèle-là. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui s'applique vraiment ? Est-ce que tu en parles, toi, avec tes patients et tes patientes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est véridique ou juste un truc qu'on voit sur un blog, sur Internet ? C'est quelque chose de très individuel, le chagrin d'amour, et parce que nous sommes différents. Donc, il y a des personnes qui, comme toi, vont mettre à distance en se référant à des lectures, des blogs, des films. Tu vas chercher à l'extérieur et ça te permet de t'éloigner de cette souffrance interne. Mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de recette. Et comme pour tout dans la vie, c'est singulier. Alors, après, le process de deuil, bien évidemment, mais c'est pas simplement le deuil de l'autre disparu, c'est le deuil de la place en soi qu'avait l'autre ou cette histoire. Et donc, c'est de faire un deuil d'une partie de soi, des projets en commun, voilà. Parce que on fait le deuil de l'autre, de sa peau, de son odeur, de tout ça. Ça, c'est une chose. À quoi s'ajoute le deuil d'une partie de soi. Et donc ça, c'est vraiment
très différents, mais vraiment extrêmement différents d'une personne à une autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources psychiques. Et donc, en soi, il faut quand même un bon narcissisme. Avoir un bon narcissisme, un narcissisme primaire, c'est essentiel. Et donc, plus on a cette confiance en soi, plus ça permet de se dire, pendant le chagrin d'amour, t'inquiète pas. Là, aujourd'hui, ça fait 8 jours que t'as pas bouffé, que t'as pas dormi. Enfin, souvent, ça coupe la faim, mais d'autres gens, ça leur donne, au contraire, envie de se remplir. Mais ne t'inquiète pas. Parce que un jour, ça va être moins à vif, moins douloureux, ça va passer. Même si de penser ça, c'est insupportable, parce que déjà, ça fait penser que on va s'éloigner de cet amour qu'on aime encore. Parce que même si l'autre nous a laissé tomber, on aime l'amour qu'on a vécu. Et de renoncer à l'autre, de renoncer à cet amour, c'est renoncer à une partie de nous-mêmes. Et c'est ça qui est assez compliqué finalement dans le chagrin d'amour. Donc, il y a l'importance de pouvoir partager. Mais il y a des gens qui préfèrent rester en position fétale dans leur lit. Donc c'est vraiment très 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 variable. Il y en a qui vont aller saouler avec leurs copains et qui vont partager et pleurer et machin jusqu'au moment où les autres vont dire bon, ça commence à bien faire, ça fait 15 jours que tu nous bassines, on se calme. Mais ça dépend. Donc il n'y a pas de bonne façon de faire passer la chose, mais en revanche, oui, ça va passer. Même si on ne veut pas encore renoncer au fait qu'on a tellement aimé, on a tellement été bien, parce que c'est rare aussi d'aimer profondément. L'amour, c'est quand même retrouver quelque chose. Les premières personnes qu'on a vraiment aimées dans notre existence, c'est nos parents, même s'ils n'en valaient pas le coup, même si c'était des gens avec beaucoup de carences, eh bien nous avons compris très vite que pour qu'on s'occupe de nous, il faut qu'on nous aime. Donc ça, c'est vraiment essentiel à se dire, moi, j'ai eu l'habitude de me faire aimer pour rester vivant. Donc, mes premiers objets d'amour, c'est mes parents. Et lorsque il y a eu des choses très carentes dans notre histoire, eh bien, malheureusement, on va rechercher des gens qui vont un peu être dans cette reproduction. Et comment on fait parce que moi, je l'ai vraiment vécu, ma rupture, comme une manière de remettre un peu certaines choses à plat. Et parce que je me suis beaucoup oubliée dans cette relation, comme je pense que beaucoup de personnes peuvent le faire, de se faire passer au second plan parce qu'on aime tellement l'autre que finalement on finit par exister plus pour le bonheur de l'autre que pour le sien. Et moi, cette rupture, je l'ai vraiment prise comme une opportunité de me donner une partie de l'amour que je donnais à cette personne et aussi moi j'ai eu peu de périodes de célibat dans ma vie et là ça fait un moment que je le suis, enfin un moment plus longtemps pour moi que d'habitude, parce que j'ai vraiment eu le besoin et l'envie de justement mettre les choses à plat pour ne pas reproduire, comme tu dis, ce pattern de relation qui vient de très loin finalement. Et comment on fait pour justement ne pas reproduire ces schémas qui finissent très souvent pas très bien, quoi. Je sais pas. Il y a plein de pistes. Il n'y a pas de potion magique. Non. C'est dommage. Mais il y a plein de pistes. Plus tu apprends à vivre seul, à être bien avec toi-même, moins tu vas te précipiter avec n'importe qui, entre guillemets le n'importe qui, bien évidemment. Oui, les gens pas faits pour nous. Sous prétexte que c'est quand même mieux que d'être seul. Alors, il y a des personnes qui arrivent à un moment donné à ressentir, pas à se dire dans la tête, mais à se ressentir mieux seul que mal accompagné. Et qui donc vont aller vers telle personne parce que cette personne semble assez fiable. Alors, fiable, quelque chose avec la confiance. La confiance en soi et la confiance en l'autre. Au fond, être bien avec soi-même, c'est se faire suffisamment confiance pour ne pas penser qu'on va être mal et ne pas avoir besoin de remplir sa vie, soit par des objets,
Alors certains qu'on peut intégrer, des objets qui nous envahissent, des gens qui ont absolument besoin de l'avoir, soit par autrui, des autres, de très nombreux autres, ne peuvent jamais passer une soirée seule ou des vacances ou je ne sais quoi. Et troisième catégorie, un autre, bien privilégié. Et cet autre, j'ai horreur de l'expression « ma moitié ». Oh, c'est terrible. Ça m'énerve très fort. C'est terrible, hein. Plus que m'énerver, moi, ça montre bien comment des gens ne peuvent pas se sentir complets seuls. Et là, on est sur vraiment quelque chose qui va pas du tout, parce que quoi qu'il arrive, les amis, nous sommes seuls. Depuis le moment où le cordon a été coupé à la naissance, nous sommes seuls. Si tu as mal quelque part, c'est toi qui as mal. Même si quelqu'un t'adore et te prend dans les bras, il n'y a que toi qui est seul. Et quand on meurt seul. Oui, parce que en plus, ça voudrait dire ma moitié, ça voudrait dire qu'on est incomplet. C'est bien sûr. Et qu'il faut qu'on trouve la personne qui va nous compléter pour qu'on soit l'être parfait. Surtout, tu redeviens le nourrisson. Ouais. Tu es incapable d'exister seul. Tu ne peux pas être indépendant. Et voilà. Et le seul moment de la vie où on n'est pas seul, c'est le moment où on est enceinte. Et c'est le moment où on est le bébé, le fœtus. Oui. Voilà, c'est le seul et unique moment où on n'est pas seul. Ensuite, on peut être par moments très très en phase avec une ou des personnes, et c'est tellement jouissif parce que on partage un espace très large commun. Vous savez, les cercles d'intersection, oui. Plus ils sont les uns sur les autres, plus dans la rencontre humaine, c'est chaleureux, c'est fantastique, on a passé un moment magique. Mais néanmoins, si l'une des deux personnes ou des personnes se met à avoir mal à une dent, les autres ne ressentent rien. Il y a un accompagnement possible, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'être... Alors que quand on est enceinte, si tu as une intoxication alimentaire, le bébé va l'avoir aussi et les deux vont être en souffrance. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose dans cette expression moitié qui est complètement, c'est du symbole, c'est ça qui m'intéresse, complètement révélateur du fait qu'il y a des gens qui ne se sentent pas exister lorsqu'ils sont seuls. Puis je trouve aussi qu'on vit dans une société qui promeut le couple, quoi. Que tant qu'on n'est pas en couple, il nous manque quelque chose. Et surtout en tant que femme. Oui, c'est ça. Parce qu'un homme qui est pas en couple et qui a des aventures, etc. Voilà, il s'amuse, etc. Bon, une femme, évidemment, on l'envisage pas de la même manière, mais même j'ai l'impression que à partir surtout d'un certain âge, on a l'impression que si on n'est pas en couple, on a raté quelque chose. Et ce même avant, même tout au long de sa vie. Et moi, je me suis un peu trouvée confrontée à ça en m'imposant presque, et j'ai d'autres amis qui font ça aussi, en m'imposant une période de célibat et de solitude, parce que maintenant je vis toute seule, etc. Je ne veux pas être en colocation, voilà, parce que je pense effectivement que il faut à un moment dans sa vie se retrouver, un moment adulte aussi dans sa vie, se retrouver seul, parce que pour moi, sans ça, j'ai l'impression qu'on est condamné à répéter les mêmes choses, parce que quand on est seul et quand on est confronté à soi, comme tu disais, une soirée seule, voilà, on finit toujours à être confronté à ses pensées, à ses émotions, etc. Alors que quand on est en permanence accompagné, on peut ne pas les entendre, on peut les oublier. C'est ça qui fait peur aux gens, c'est la solitude, et encore plus aujourd'hui, c'est d'être confronté à ses pensées justement et à soi-même. Et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, avec les smartphones, voilà, tout ça, t'es jamais seul, t'as toujours soit un truc dans tes oreilles, soit tu regardes une vidéo, mais t'es jamais, le seul, la solitude et le silence terrifient les gens. Et c'est pour ça aussi que parfois t'as envie que ça peut être n'importe qui, je préfère être avec quelqu'un ou avoir un bruit de fond ou quoi que me retrouver face à mes pensées, quoi. Voilà, il y a quelque chose de se sentir perdu, tout seul, comme un pauvre môme dans une forêt avec les lions qui vont l'agresser. Or, dans le chagrin d'amour, il y a tout d'un coup, t'es seul. Même si t'as des potes, même si t'as le chocolat, même si t'as je ne sais trop quoi, de toute manière, tu vas rester seul.
Et ce seul, si il est vécu parce que la société, parce que quand je serai grande, je me marierai, j'aurai plein d'enfants. Lorsque tu as un modèle qui te parle de moitié, lorsque on regarde, 25 ans, t'es une Catherinette, etc., il y a quelque chose qui te fait penser que tu rates. Et dans le chagrin d'amour, il y a ça. C'est l'échec. J'ai raté l'amour, j'ai raté mon amour, j'ai pas été à la hauteur. Je ne mérite pas l'amour. Et il y a quelque chose d'une culpabilité très très ténue qui est mais qu'est-ce que j'ai pu faire, j'ai rien compris pour que l'autre me laisse tomber. Et là on voit un mouvement de choir comme une merde, comme un pauvre déchet. Je suis pas bien, je suis rien. Et c'est ça qui fait extrêmement mal. Parce qu'en plus dans le rapport amoureux, il y a beaucoup une forme d'idéalisation. On met beaucoup sa partenaire sur un piédestal parce que et puis voilà, on parle vachement des débuts de relation comme le petit nuage rose où voilà, on se fait tout un film et la rupture pour moi et je pense est difficile aussi parce que non seulement on fait le deuil de cette période-là de sa vie, de qui on était, de ce qu'on avait l'impression qu'on allait devenir et aussi on fait le deuil d'une image qu'on avait de la personne parce qu'à partir du moment où on a digéré les choses, etc., on prend forcément un peu de recul et là on se rend compte de toutes les choses soit qui n'allaient pas en tout cas pour soi chez l'autre et c'est encore une autre difficulté de oui, mais en fait, la personne que j'aimais pendant tant de temps, là, maintenant, avec du recul, si je la rencontrais maintenant, je suis pas sûre qu'on aurait la même histoire. Et ça, je trouve que c'est, pour moi, je l'envisage un peu comme la dernière étape et presque la plus difficile. Bien sûr. Et tu as oublié encore une autre étape, qui est d'aimer le regard que l'autre avait sur toi. Et ça, quand il n'y a plus de regard de quelqu'un désirant sur soi-même, ça manque. Et là, on va arriver à un mot très important que je voulais introduire, c'est le manque. Parce que même si cette personne était imparfaite, même si la relation était imparfaite, on se retrouve avec un manque d'amour, un manque de regard désirant, un manque de désir de soi pour quelqu'un. Et tout ce manque-là, ça fait peur, ça fait froid. Ça fait peu vivant. Et beaucoup de gens dans le chagrin d'amour se sentent incomplets, non seulement de l'autre, non seulement de l'histoire, mais également incomplets de l'amour. Ah oui, je vis des choses bien, mon travail me plaît, j'ai des copains, j'ai une famille, j'ai machin, mais je n'ai pas d'amour, mais je n'ai pas quelque chose qui me fait vibrer et vivre plus intensément. Et lorsque les gens ont des enfants, c'est assez différent parce que les enfants sont là le témoin d'un amour qui s'est évanoui. Et donc, penser recommencer une histoire d'amour, c'est parfois pas si simple. D'où des personnes qui s'installent des dizaines d'années dans une vie où manque l'amour. Alors aujourd'hui, il y a des sites de rencontres qui font tellement de déceptions parce que déjà c'est compliqué de se rencontrer vraiment lorsqu'on est en chair et en os. Mais en plus, quand on se présente par écran interposé ou par téléphone, il y a quelque chose qui va encore dénaturer un peu plus la relation. Et les attentes qu'on croit percevoir chez l'autre pour pouvoir s'y plier. Donc il y a tout ça qui va aggraver pour certaines personnes la période du chagrin d'amour. Donc dans le chagrin d'amour, il y a des couches. Non seulement il y a les étapes dont tu parles, mais en plus, selon le mode de vie des uns et des autres, leurs âges, mais pas que, aussi le mode de vie, eh bien, ça va orienter le chagrin d'amour vers quelque chose qui va s'étirer et qui va presque ankyloser une personne. Voilà, donc là, on a différents types de chagrin d'amour. Et tu parlais du manque d'amour, je pense que pour moi, c'est un...
Pour moi, c'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que, effectivement, après une rupture, on est en manque d'amour parce qu'il y a quelque chose qu'on avait qui n'est plus là. Et est-ce que ce serait pas aussi une opportunité, enfin moi c'est comme ça que je l'ai pris, mais d'ouvrir les yeux sur le fait que on peut trouver de l'amour ailleurs que dans l'amour amoureux. Je m'explique, je pense qu'on a tous un peu grandi dans une espèce de hiérarchie d'amour et que l'amour amoureux était supérieur à l'amour amical par exemple. Et moi ma rupture m'a apporté paradoxalement beaucoup de joie parce que ça a été l'opportunité de valoriser déjà l'amour que j'ai pour moi, des choses très bêtes, mais vraiment de donner les petites attentions, les choses que je faisais pour l'autre, mais à moi, et aussi de donner ça et de le recevoir de la part de mes amis, dont je suis de plus en plus proche grâce à ça, on va dire. Et que, en fait, je pense que si on a la chance d'être bien entouré, etc., ce manque d'amour peut être quand même pas mal compensé aussi par une autre forme d'affection qu'on peut avoir ailleurs. Si on a la chance d'être bien entouré. C'est sûr. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, justement, tu parlais des applications de rencontres, qui vont chercher ça là et qui vont enchaîner les relations, qui vont enchaîner les plans cul, comme on dit, et qui vont... Enfin, moi je dis ça parce que à chaque fois que j'ai eu un chagrin d'amour, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, il faut que je rencontre d'autres personnes, et le plus vite possible. Et il faut que je comble ce manque d'amour par n'importe quel moyen, avec n'importe qui. En fait, et finalement, ça a été pire que tout. En général, ça marche pas des masses. Ah non, ça marche pas du tout. Bah oui, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, oui, il faut aller vers tes amis parce que c'est eux qui t'aiment vraiment et que le mec sur Tinder, il en a rien à foutre. Mais tout dépend de qui on est. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être bien avec elles-mêmes et qui donc ont besoin de ce regard désirant, même pas longtemps, mais au moins de ce regard, et qui ont besoin de papillonner, d'enchaîner, etc. D'autres personnes vont se jeter dans le travail, parce que c'est une source de satisfaction qu'on appelle de la sublimation. La sublimation, c'est également très producteur de plaisir intense. Je suis tellement ravie d'un podcast absolument génial. Je suis tellement ravie d'avoir, je sais pas, si quelqu'un est un commercial, d'avoir fait tomber telle cible de clientèle. Je suis tellement ravie d'avoir bouclé un bouquin, et etc., etc. Donc ça s'appelle de la sublimation, ça marche. Tu parles des amis, ça marche. Mais moi, j'ai envie de dire attention de ne pas se mettre des injonctions. Parce que j'ai aussi le droit de souffrir le temps qu'il me faut pour m'en remettre. J'ai aussi le droit de m'accorder le fait d'être triste un certain temps. Tu peux pas rebondir tout de suite. Il faut donner du temps au temps. Il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Et je parlais des enfants. Par exemple, c'est un peu classique, une femme se retrouve avec 2 enfants, elle a même pas la liberté d'aller voir les potes, le machin, le truc, parce que il faut assurer pour les enfants, il y a les devoirs, il y a tatati, il faut se lever, et tout ça. Donc, ça dépend des charges qu'on a. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a quelque chose qui, dans notre société, ne supporte pas les gens qui ont l'air de pas aller. J'invite plus machin ou machine parce que avec son chagrin d'amour, elle plombe l'ambiance, etc. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est, il faut toujours avoir l'air d'aller bien. Et c'est une couche supplémentaire dans notre malheur quand on va pas bien. Alors, il y a aussi quelque chose qui marche super bien, c'est les séries. Tu te fous 10 heures devant une super série, tu oublies tout. Parce que tu vas vivre le truc des personnages et tu restes cloîtré chez toi. Et pendant ce temps-là, le temps a fait un peu son œuvre. Oui, tu pleures, mais un peu moins que 10 heures avant, etc., etc. Je crois que chaque personne doit trouver une solution. Mais c'est vrai que quand on a découvert que les plans cul, ça peut ne pas suffire, que les séries, ça peut ne pas suffire, que les enfants, ça peut peut-être partir, il y a aussi des solutions qu'on n'aperçoit pas au moment où on est complètement par terre. Et je sais que par terre, je peux me relever, mais parfois je mets du temps à me relever parce que si je veux remarcher trop vite, j'ai pas encore les bonnes béquilles.
Mais je trouve aussi une injonction à aller bien vite, parce que moi je me souviens d'avoir trouvé sur des blogs des trucs alors en fait y a une règle, si vous avez passé 5 ans ensemble, et en 5 mois ça devrait aller mieux, et 6 ans 6 mois. Et j'ai trouvé ça absolument aberrant, parce qu'en fait je pense qu'il y a des gens qui peuvent mettre des mois et des mois à se remettre d'une histoire qui a duré très peu de temps, mais parce que pour eux ça a été hyper important, et que en fait chacun le fait à sa vitesse. Et moi pour moi c'était important, comme tu disais, d'accepter d'avoir mal, parce que déjà c'est quand même le symptôme de il s'est passé quand même un truc important dans ma vie, que ce soit la relation ou le fait qu'elle soit finie, et j'ai besoin de temps pour digérer ça. Et j'ai l'impression que on nous accorde pas ce temps-là dans la société et dans nos relations, peu importe. J'ai l'impression qu'on est très vite incité à il faut passer à autre chose maintenant, c'est bon, tu as suffisamment pleuré, tu peux sors, vois des gens. Et je trouve que en fait j'ai l'impression que si on prend pas ce temps-là, on va faire comme si tout allait bien, et on va sortir, on va afficher un grand sourire. Sauf qu'au final, à l'intérieur, dès comme tu dis, que la série est finie et qu'on est tout seul chez soi, ça fait à nouveau mal. Parce qu'on n'a pas pris ce temps-là pour digérer, pour processer ses émotions. Alors, il y a d'autres gens aussi qui vont s'installer dans une rancœur. Cet autre était une personne épouvantable. Et vont leur en vouloir, etc. Et là, c'est très difficile, parce que tant qu'on ne repère pas dans cette histoire d'amour tout ce qui était bien, tout ce en quoi ça nous a fait grandir, tout ce que ça nous a apporté d'extraordinaire, peu importe le temps que ça a duré, mais le temps que c'était là, pour nous-mêmes, ça nous a fait entrevoir quelque chose. D'accord, l'autre a refermé cette porte, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est une expérience, un acquis. Moi, j'ai des patients, alors c'est rigolo, c'est souvent des hommes qui en veulent, mais X années après, à la gonzesse, qui, que, machin, etc. Quelle salope! Mais c'est vraiment extrêmement pénible, parce que là, tu sens que cet individu n'a pas pris conscience que l'histoire s'est faite à deux, et que si cette personne a eu envie de refermer la porte, c'est peut-être aussi que quelque chose des demandes ou n'était pas adapté à qui était l'autre. Et là, lorsque nous faisons ce travail, c'est très difficile. C'est peut-être le pire, parce que les autres, on est sur « ah, j'ai mal », mais ok, j'ai peut-être pas fait ce qui était bien, mais c'est pas tant quelle ordure l'autre. Mais si j'ai aimé une ordure, ne suis-je pas moi-même quelque chose du même niveau? Et voilà. Donc là, moi j'invite tous les gens qui sont vraiment dans une haine de ce qu'ils ont adoré, peut-être là il faut se faire accompagner, de réfléchir avec quelqu'un sur ce que ça a touché en soi-même. Et que pour pouvoir passer à autre chose, il faut juste ne plus être accroché dans la haine. Parce que la haine, c'est l'envers de l'amour. C'est la même médaille, mais c'est son recto, son verso, c'est autre chose. C'est la même médaille. Et cette haine, tant que tu la portes en toi, tu n'es pas disponible à de l'autre. Ou alors tu vas leur faire payer, mais tu vas faire payer à quelqu'un qui n'a rien à voir. Et donc tu ne seras pas dans la rencontre de l'autre. Et à quoi ça sert ? Voilà. Donc là, on a quelque chose, si c'est toutes les femmes qui doivent payer parce qu'une rencontre a été mauvaise, au secours, ou tous les hommes, ce serait pareil, au secours. Ça veut dire que l'individu n'a absolument pas fait ce travail de déconstruction de ce qui en lui est vexé, de ce qui en lui est atteint, de ce qui en lui est complètement blessé. Et quand tu déconstruis tout ça, avec en général un tiers qui vaut mieux que ce soit un professionnel, parce que tes amis, ils vont te brosser dans le sens du poil. Ils sont partials, quoi. Voilà. Tandis qu'un professionnel va te faire travailler sur comment a été construit cette recherche d'un autre pour surtout ne plus jamais faire la même chose. Donc si vous êtes en plein chagrin d'amour et que vous nous écoutez, ne soyez pas dans la haine.
Non. Moi, je pense que la colère, elle peut être importante. C'est une étape. Pour moi, c'est une étape qui est vachement importante parce que la colère, elle vient quand on ouvre les yeux sur des choses qui nous ont, sur lesquelles on n'avait pas forcément mis le doigt. Franchement, ça c'est pas chouette. Et pour moi, la colère, elle intervient quand on reprend peut-être un petit peu d'ego et de confiance en soi. Là, mes limites, elles ont été franchies. Là, je me suis pas sentie respectée, etc. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Il y a aussi, mais pourquoi me suis-je laissé faire ? Bien sûr, c'est ça. Contre toi-même, en fait. C'est ça. Moi, je pense que la colère, elle vient pourquoi un peu comme... j'ai accepté de machin, de m'oublier, de privilégier l'autre ? Pourquoi j'ai accepté quelqu'un d'aussi narcissique qui ne voyait pas que je m'étiolais ? Pourquoi moi j'ai agi comme ça ? Mais si tu veux la colère, moi je suis d'accord, on lance des petites fléchettes sur la poupée, etc. Mais à un temps d'eux, voilà, ça fait de mal à personne. Mais à un temps d'eux, il faut quand même se dire, pour ne pas recommencer, qu'est-ce que moi j'y suis, pourquoi ? Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de red flag, enfin c'est vraiment un terme qui revient vachement en ce moment quand on parle de dating, etc. Un peu les drapeaux rouges auxquels il faut faire attention quand on rencontre quelqu'un dans un but de relation amoureuse. Et pour moi, un des vrais red flags, c'est pour moi c'est important quand on rencontre quelqu'un de parler de ses anciennes relations parce que ça dit beaucoup, je trouve. Et un vrai red flag pour moi, c'est quand la personne parle de ses ex ou de ses anciennes relations en se remettant absolument à aucun moment en question et de dire cette personne était horrible, elle était folle, c'était une conne, machin. Parce que en fait, alors oui, il y a des personnes qui peuvent être vraiment pas sympas et qui peuvent avoir été horribles dans une relation. Mais pourquoi on a été amoureuse ? Mais voilà. Et pour moi, une relation, elle se fait à deux et chacun a ses torts d'une manière ou d'une autre. Et même si parfois, les seuls torts qu'on peut avoir, c'est de s'être laissé faire et de pas avoir ça, de pas s'aimer assez pour mettre de limites. Mais on a de toute manière des torts. Et évidemment, pour moi, là, on parle pas des relations très, très toxiques ou abusives, où là, c'est encore d'autres processus. Mais pour moi, je pense que c'est ce recul sur soi qui est quand même vraiment nécessaire et qui on est un peu obligé. Enfin, pour moi, si on le fait pas après une rupture, j'ai l'impression qu'on est un peu condamné à reproduire les mêmes schémas. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien de préciser que là, on est en train de parler de relations à peu près saines. Avec des gens, les névrosés normaux, quoi. Oui, les névrosés de base. Mais on n'est pas sur des choses très toxiques, on n'est pas sur des gens qui veulent soumettre l'autre. Oui, ça, c'est encore différent. Voilà, là, c'est vraiment complètement différent. Souvent, j'invite des personnes, surtout celles qui ont bien morflé, à retrouver une image, une photo de quand elles étaient petites filles, par exemple, ou petits garçons, mais petits, hein, et de dialoguer avec cette personne, cette petite fille, ou ce petit garçon, que l'individu a été. Est-ce que, par rapport à cet enfant que j'ai été, est-ce que je pourrais, en le regardant bien dans les yeux, ne pas avoir honte de ce que j'ai fait ? De ce que j'ai subi. Et ça permet de retrouver ce fameux narcissisme très très bon, indispensable, très positif, pour ne pas accepter tout ce qui va faire que ça va déraper, dérailler. Si vous pouvez récupérer une photo de vous que vous aimez beaucoup, chez vos parents par exemple, je vous invite à la voir et à vous y référer régulièrement. Si vous ne pouvez pas, si vous ne l'avez pas, peut-être vous pouvez vous la photographier dans votre tête et dialoguer comme ça. Parce que ça, c'est vous, le petit enfant n'est pas mort, il a juste grandi. Et ce petit enfant, on a des comptes à rendre. Et ça nous permet de nous retrouver en nous-mêmes avec quelque chose de solide. Vous savez, c'est ce qui nous ancre dans l'existence. On peut s'en prendre des baffes, mais on reste ancré. Et probablement, là, aujourd'hui, on aborde les chagrins d'amour, mais dans d'autres drames de l'existence, eh bien, on a besoin d'être ancré. Et on est ancré que par rapport à soi-même. Ce sera le mot de la fin, je pense. Ben, je trouve. Quelque chose. Non. Moi, je trouve qu'on a abordé plein d'aspects de ce sujet-là, mais
Et je pense effectivement que ce que tu as dit à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de règles universelles pour confronter ça, mais que en tout cas pour moi, ce qui me semble et ce qui est ressorti de ce qu'on s'est dit, c'est que même s'il n'y a pas de règles, l'objectif premier pour moi après un chagrin d'amour et une peine de cœur, c'est se retrouver quoi. Peu importe les méthodes, peu importe la manière, peu importe voilà, et que si on peut faire en sorte que c'est au final cette souffrance n'ait pas servi à rien, c'est chouette. Si on peut pas, je pense que ça sert à rien de se culpabiliser non plus. Mais oui, je pense qu'on a abordé pas mal d'angles de ce sujet-là. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie que nous abordions certaines thématiques, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram sur la page Ça va aller, le podcast.